Des recherches menées par un centre médical en Westphalie concluaient récemment qu'Adolf Hitler avait été touché par une épidémie d'encéphalite alors qu'il était petit garçon, ce qui entraîna par la suite une forme grave de la maladie de Parkinson, terrible maladie du cerveau. Tous les symptômes du Führer en sont la preuve. Tremblements, insomnie, vision médiocre, pâleur anormale, excès de colère et impuissance sexuelle. De plus, plusieurs désordres glandulaires, en particulier la maladie de Basedow, un dérèglement de la thyroïde, auraient été aggravés par la tuberculose et ses déviances sexuelles. Replacer Hitler et son terrible bilan de destruction dans l'optique d'une maladie mentale ne peut absolument pas l'absoudre de toutes ses actions. Cela signifierait admettre l'idée qu'il ne pourrait en être tenu responsable étant victime de sa maladie. Ce serait nier le processus de son entreprise criminelle, à laquelle il voit sa vie et sa responsabilité personnelle. En 1923, il déclarait à son procès « J'assume seul la responsabilité du putsch de Munich ». Il fut condamné à 5 ans d'emprisonnement. La forteresse de Landsberg tenait toutefois plus de l'hôtel élégant que de la prison. Bien qu'il y ait des barreaux aux fenêtres, elles étaient larges et les portes étaient ouvertes. Il passa son temps à lire, accorda des interviews aux médias et commença à dicter son credo politique « Mein Kampf, mon combat ». Mon esprit est un tourbillon de projets. Malheureusement, chacun d'entre eux se confronte à la dure réalité. Je suis encore un inconnu. Hitler. Enfance, vie, mort. Adolf Hitler est né dans une taverne de Braunau, en Autriche, le 20 avril 1889. Son père, Alois, était un officier des douanes. Il avait plus de 50 ans. Sa longue moustache grise et son regard inquiétant lui donnaient une apparence sévère. Sa mère, Clara Potzel, avait 28 ans. C'était une jolie jeune femme blonde aux yeux bleus. Alois et Clara étaient cousins. Et pour pouvoir se marier en 1885, ils durent obtenir une dispense de l'évêché. C'était le 3e mariage d'Alois, qui avait déjà eu 2 enfants, Alois Junior et Angela. Passé l'âge de 40 ans, Alois avait abandonné le nom de sa mère et pris celui d'Hitler. À la différence de son frère et de sa sœur, Gustav et Ida, nés après lui et morts en bas âge, Adolf Hitler eut une enfance normale et paisible, mis à part les différents déménagements de la famille causés par les mutations professionnelles de son père. Dans le même temps, un petit frère naissait en 1894, Edmund, et 2 ans plus tard, Paula, la petite dernière. Adolf Hitler perdit son père alors qu'il n'avait que 14 ans. Il était mort sous la table d'une auberge, laissant sa famille dans une situation financière précaire. Edmund était mort 3 ans plus tôt. Angela travaillait à Linz. Alois Junior avait déjà quitté le domicile familial. En 1905, Adolf fut touché par la tuberculose et perdit 1 année de scolarité. Il récupéra assez rapidement, mais il fit la sourde oreille à toutes les incitations à reprendre le chemin de l'école. Adolf voulait être artiste peintre. Sa mère dépensa ses derniers sous à satisfaire la passion de son fils. Mais Adolf échoua à l'examen d'entrée à l'école des beaux-arts.
Un traitement incorrect administré par un médecin juif aggrava le cancer du sein de sa mère et Clara mourut après une douloureuse agonie. Hitler s'installa à Vienne avec la pauvre pension de 25 shillings qu'il reçut jusqu'à ses 21 ans en tant qu'orphelin. Le moment arrivait pour lui de se construire une vie. Dans cette ville où beaucoup pensaient qu'elle était la destination idéale pour atteindre le succès, Adolf Hitler fit du mieux qu'il put pour gagner un peu d'argent en tant que bagagiste à la gare ferroviaire et en peignant quelques tableaux. Tous ces biographes sont aujourd'hui d'accord pour dire qu'Hitler n'a jamais travaillé comme peintre en bâtiment, comme les opposants au régime le clamaient dans les années 30. Il peignait de petits paysages à la peinture à l'huile et les patinait pour leur donner un aspect ancien. Alors qu'il travaillait comme vendeur de gouache, il rejoignit une organisation secrète antisémite qui pratiquait des rites ésotériques et dont le symbole était une svastika. Le jeune Hitler n'avait pas beaucoup d'amis, même s'il fréquentait des gens de tous horizons, et parmi ceux-ci un certain Isodore, un juif qui lui fit cadeau d'un long manteau. Également relaté dans la vie d'Hitler à Vienne, son expérience en tant que camelot. Le jeune Adolphe vendait dans la rue une pommade miraculeuse qui, appliquée en fine couche sur du verre ou de la porcelaine, aurait eu le pouvoir de les rendre incassables. Le temps libre ne manquait sans doute pas à Adolphe entre ses petits métiers successifs. Il le passait principalement à lire tout ce qui pouvait satisfaire sa soif d'information. C'est ainsi qu'il construisit sa vision d'un monde centré sur un seul homme, contre la conspiration universelle juive et pour la supériorité de la race aryenne, et sa vocation à régner sur le monde. En mai 1913, Hitler déménagea à Munich, sans doute pour échapper au service militaire. Sa vie et ses convictions suivirent le même cours dans l'élégante et moderne ville de Bavière. C'est alors que la guerre éclata avec la France, le 3 août 1914. Adolf Hitler, qui se trouvait dans la foule enthousiaste de l'Odeonplatz, s'engagea immédiatement comme volontaire. Il se retrouva sur le front ouest seulement quelques mois plus tard, estafette chargée de transporter les ordres des officiers. Il fut blessé à une jambe en 1916. Après une brève convalescence, il retourna au front avec le grade de caporal. En 1918, il reçut une croix de guerre de première classe, une décoration extraordinaire pour un caporal, mais la raison de son attribution ne figure pas dans le journal de marche de son régiment. Il avait cependant une réputation d'invulnérabilité auprès de ses frères d'armes. Il se déclarait volontiers prêt à mourir et était capable de se montrer insensible même pendant les plus violents bombardements. La mort était sa seule alternative. Pour lui, soit ses projets seraient couronnés de succès, soit il se suiciderait. Il n'y avait aucun compromis dans son défi lancé à la face du monde. Plus qu'une guerre, c'était l'enfer. En octobre 1918, aveuglé par les gaz, je réussis à atteindre l'hôpital de Paswalk, alors que la guerre touchait à sa fin. Tout cela avait été vain. Les sacrifices, la faim et la soif avaient été inutiles. Les heures passées dans les tranchées à faire face à la mort pour faire notre devoir n'avaient servi à rien. Adolf Hitler retourna dans son régiment au nord de la Bavière. Il voyagea à travers une Allemagne plongée dans le chaos et le désordre, dévastée par la misère, la peur et la fureur de la Révolution. Le 9 novembre 1918, Guillaume II abdiquait et le Premier ministre social-démocrate, Scheidemann, proclama la République allemande. Les jours suivants, alors qu'Hitler était à Traunstein, où il était affecté à la garde d'un camp de prisonniers russes, la situation s'aggravait à Berlin. Le mouvement des Spartakistes, conduit par Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, continuait sa mobilisation armée. Sous la direction du ministre de la Défense, Gustav Noske, la compagnie des corps francs fut engagée contre les Spartakistes du 10 au 17 janvier 1919. Ce fut une semaine sanglante, qui culmina avec l'assassinat des deux leaders du mouvement, Liebknecht et Luxemburg. Hitler retourna à Munich. La ville était toujours plongée dans le désordre qui s'aggrava en février lorsque le Premier ministre, Kurt Eisner, fut assassiné. La répression politique fut extraordinairement violente.
La République socialiste de Bavière fut proclamée le 6 avril. Le 1er avril, la ville de Munich, affamée, se rendait aux unités militaires de Noske. Hitler vécut toute cette période troublée depuis ses baraquements. La République est née au cœur des tensions, du chaos et du désordre. La démocratie a ruiné l'Allemagne. Le président Friedrich Hebert n'avait pas plus d'autorité qu'il n'était capable de conduire une nation. Nos parlementaires n'ont pas défendu la liberté ni l'indépendance de notre peuple. Guillaume II méritait l'exil. Il a fait confiance aux traîtres. L'Allemagne ne doit pas s'incliner. Je suis le tambour de l'Allemagne. À Versailles, il juge et condamne le peuple allemand au nom d'un pacifisme que les gouvernements alliés sont incapables d'imposer. La rancœur des exploiteurs internationaux s'acharne contre notre armée qui est l'école de notre nation. Le pacifisme est un idéal pour des peuples inférieurs. Le traité de paix imposé à l'Allemagne est un crime pour la réduire à la misère, la mettre à la merci du marxisme. Lui retirer ses armes, c'est rabaisser l'Allemagne au rang de colonie. Le traité de paix, outil de chantage et d'humiliation, doit devenir la raison d'être d'une véritable ferveur nationale. Alors que la tension liée à la signature du traité de Versailles était croissante, le caporal de 30 ans sortit de l'ombre. Il suivit un cours sur l'embrigadement politique des soldats. En septembre, Hitler fut affecté à une enquête concernant un petit groupe politique, le Parti des travailleurs allemands. Intéressé par les valeurs dont il faisait la propagande, il s'y inscrivit. Comme membre du comité exécutif en charge de la propagande, il fut capable de rassembler plus de 100 sympathisants à la brasserie Hofbrauhaus en octobre, 200 en novembre et presque 2000 en février 1920, auquel il exposa son programme en 25 points. En avril, le mois où il quitta l'armée, le parti adopta son nom définitif, Parti national-socialiste des travailleurs allemands. En moins de 6 mois, Hitler en était devenu le leader absolu et incontesté. Le Parti national-socialiste des travailleurs allemands fut établi le 1er avril 1920. Le parti avait son propre uniforme, ses propres symboles et ses groupes d'action appelés troupes d'assaut. En 1920, ces sections étaient fortes de 6 000 hommes et de plus de 15 000 l'année suivante. En janvier 1923, les troupes françaises envahirent la région de la Ruhr en représailles du non-paiement par l'Allemagne de ses dommages de guerre. En occupant la Ruhr, la France a commis une violation claire du traité de Versailles. C'est un raid de bandits. Nous avions alors espéré que le moment de la révolte était arrivé. Nos troupes d'assaut étaient une organisation paramilitaire, mais les gens des classes moyennes avaient confiance dans les démocrates. Et le résultat de cette démocratie était que les élus étaient juste concernés par le problème de leur siège au gouvernement. Le nouveau chancelier, Tersemann, est le résultat de cette politique soumise à la volonté des vainqueurs, incapable de redonner courage à l'économie et espoir aux chômeurs. J'ai pensé à un coup d'État. Le général Ludendorff était de mon côté, mais son immense prestige n'était pas assez grand pour nous prévenir de l'hostilité de l'armée. C'est au soir du 8 novembre 1923 que j'ai donné l'ordre révolutionnaire. Un nouveau gouvernement sera nommé ce jour, ici, à Munich. Et une armée allemande nationale sera formée immédiatement. Je me propose de prendre le pouvoir politique. L'objectif du gouvernement national allemand est de préparer une marche contre Berlin, Babel pécheresse. L'armée ne m'a pas suivi, et la police a étouffé cette tentative dans l'œuf. À 11 h du matin, le 9 novembre, nous avions échoué. Nous n'avons pas réussi, mais notre idée a suscité autant de crainte que d'enthousiasme. Ma défense lors du procès était un acte de propagande pour notre mouvement. Il fut enfermé à la prison du Landsberg. Ce soir-là, il prit la décision de combattre désormais avec des moyens légaux. Je suis persuadé que l'heure viendra où la foule qui se masse aujourd'hui dans les rues, en portant notre drapeau orné de la swastika, sera rejointe par ceux qui leur tirent dessus. L'Allemagne doit briser toutes ses frontières et devenir le souverain de l'Europe. Les foules suivent les hommes forts. Et Hitler joua le rôle que ses partisans attendaient de lui.
le chancelier Gustav Stresemann mourut. Hitler fut relâché à la veille de Noël et placé en liberté surveillée. J'aurais bien aimé devenir architecte. Les Juifs de Vienne m'en ont empêché. Mais ils n'ont pas de chance, car maintenant ils ont affaire à un politicien. Ils m'ont enfermé à Landsberg, mais maintenant, ils ont un livre, Mein Kampf. Le livre contient le brouillon du futur État allemand, ainsi que tous les moyens qui lui permettront de devenir le maître du monde. Il s'agit d'une grotesque conception du monde et de la vie, un fatras idéologique, écrit dans un style à la fois névrosé et immature. Ce n'est pas votre faute si vous avez été battu à la guerre et si vous avez souffert depuis. La trahison perpétrée à votre détriment en 1918 est à blâmer. Vous étiez trop honnête et trop patient. Réveille-toi, Allemagne. Retrouve ta puissance, reprends la place qui t'est due dans le monde. Et pour commencer, nous allons nettoyer Berlin de la bande de vieilles crapules qui gouvernent ce pays. Chaque réunion était l'occasion de créer un climat d'exaltation, permettant à Hitler d'utiliser son pouvoir de fascination sur la foule. Le 27 février 1925, Hitler rassembla les 4000 partisans qui lui restaient et, par un discours passionné, réussit à les convaincre de reprendre le combat politique qui avait été interrompu. 2 heures suffirent et il avait retrouvé les pleins pouvoirs sur son parti. À partir de ce moment, Hitler était prêt à donner à son parti une ampleur nationale. L'emploi d'une certaine violence verbale, la répétition de mots tels que écraser, force, haine et sang-froid étaient délibérés. Sa gestuelle et la nature émotionnelle de son discours, qui l'amenait à un paroxysme proche de l'hystérie, entraînaient ses auditeurs vers une excitation quasi incontrôlable. Mais sans prévenir, le monde plongea dans la Grande Dépression en 1929. Elle s'est propagée depuis New York, où la bourse s'était effondrée en octobre, entraînant des conséquences désastreuses. L'Allemagne fut durement touchée. Son économie en reconstruction était financée par des prêts étrangers, et lorsque ces prêts s'interrompirent, la principale source de financement s'épuisa. Le nombre de chômeurs explosa et les prix des produits agricoles s'envolèrent. À aucun moment de toute ma vie, je n'ai été aussi heureux et satisfait que ces jours-là, avoua Hitler à ses proches à la fin de 1929. Cette dure réalité a obligé des millions d'Allemands à ouvrir leurs yeux face aux malhonnêtetés, aux trahisons et aux mensonges des marxistes, les véritables bourreaux de la nation. Le nombre de travailleurs sans emploi avait plus que doublé à la fin de 1930. Dans la campagne allemande, les fermiers abandonnaient les terres qui n'étaient plus cultivées. Les entrepreneurs dans les villes fermaient leurs compagnies ou bien les vendaient en dessous de leur valeur. Et ce sont ces ouvriers, fermiers, hommes d'affaires et entrepreneurs au chômage que la propagande du parti populiste visait. La propagande nazie suivait les directives théorisées par Hitler dans Mein Kampf. Et la promesse de travail, d'exemption d'impôts, le respect de la religion et de la propriété privée était séduisante dans ces années troublées. Les tensions politiques s'aggravèrent dans les derniers mois de 1931. Hitler, qui avait le soutien précieux des grands industriels des rives du Rhin, décida de s'engager dans la campagne électorale pour les plus hautes fonctions du Reich. Hitler monta à l'assaut de toutes les grandes villes avec ses discours. L'écho de ses mots se transmettait d'une région à l'autre. Son stock d'aménités était sans limite. Mais à quoi le nazisme ressemblait-il alors? La violence pour effrayer ses opposants et un ton démocratique pour séduire les déçus de la démocratie. Il trompait les chômeurs avec des perspectives faciles. Il exaltait tous les Allemands avec une vision d'une grande Allemagne. La propagande anti-nazie s'emparait des aspects les plus grotesques d'Hitler. Le démagogue, le futur tyran. Il était alors juste considéré comme un phénomène de société et était l'objet de satire et de moquerie. Hindenburg fut réélu président. Plus de la moitié du peuple allemand vota pour la démocratie et la République condamna catégoriquement tous les extrémismes de droite et de gauche. Les 2 millions de votes obtenus par le parti nazi étaient insuffisants pour apaiser Hitler après cette défaite inattendue
qui mettait un terme à une série de victoires. L'indéboulonnable président semblait toujours être l'arbitre de la situation. Mais le lendemain de sa victoire, une crise politique commençait qui conduisit à la chute de la démocratie. Le 29 mai 1932, le chancelier Brüning fut contraint de démissionner. Le porte-parole de l'armée, le général Kurt von Schleicher, mit la pression sur le président Hindenburg pour nommer un chancelier qui conviendrait aux nazis. La personne la mieux placée semblait être Franz von Papen. Il s'imaginait être capable de se servir du mouvement nazi sans devoir s'y soumettre. Les nazis avaient remporté 230 sièges aux élections de juillet qui avaient pour but de former le nouveau Parlement, ce qui en faisait le parti le plus puissant d'Allemagne. Hitler frappa à la porte de la chancellerie. Il attendait d'être nommé chancelier. Ce même espoir était partagé par tous ses fidèles quand il fut convoqué par Hindenburg. Hitler n'avait aucune envie de prendre part à une coalition. Hindenburg, von Papen sera le chancelier et vous devrez le soutenir. Hitler, je ne soutiendrai aucun gouvernement. Hindenburg, vous reniez votre parole. Laissez-moi vous rappeler que vous m'aviez assuré vouloir rentrer au gouvernement. Hitler, je veux le pouvoir, rien d'autre. Hindenburg, vous avez remporté les élections, mais vous n'avez pas la majorité au Parlement. Hitler, le pouvoir ou rien. C'était d'un côté une tentative d'Hindenburg pour utiliser Hitler dans l'espoir de former un gouvernement stable. De l'autre, une exigence d'Hitler afin d'avoir suffisamment de pouvoir pour transformer ce gouvernement en outil du parti nazi. Jamais auparavant Hitler n'avait été aussi proche de son objectif. Von Papen fut nommé chancelier, mais son gouvernement ne dura pas longtemps. Le Parlement et l'armée s'opposèrent à lui au point de l'obliger à se retirer. Le général von Schleicher devint le nouveau chancelier le 2 décembre. Ces allées et venues de chancelier duraient un peu trop longtemps au goût des nazis. Hitler attendait sa revanche et un allié possible pour écarter Hindenburg. Von Papen était une fois de plus l'homme de la situation. Les nazis avaient conclu un accord avec lui dans le but de faire chuter le gouvernement von Schleicher et d'obtenir la nomination d'Hitler. Oskar Hindenburg, le fils du président, circonvenu par Hitler, fut capable de convaincre le vieux maréchal. Et Hitler fut nommé chancelier le 30 janvier 1933. Pour de nombreux Allemands, c'était juste une solution possible face aux nombreuses crises politiques. Ils pensaient obtenir un gouvernement solide grâce à la nomination d'Hitler. C'était la fin de la jeune République allemande. Des ihr gegebenen Vertrauensvotums des Volkes diejenigen Elemente von der Einflussnahme auf die Gestaltung des Lebens der Nation fernzuhalten, die bewusst und mit Absicht dieses Leben negieren. Il fut finalement capable de se présenter à la foule de Berlin aux côtés du président. Il était désormais chef de l'État. Le rendez-vous qu'Hitler attendait depuis longtemps était le rendez-vous avec l'armée. C'était un rendez-vous auquel il se préparait depuis des années. Les officiers en grande tenue saluaient l'ancien caporal. Le message délivré par Hitler était une explosion de fanatisme. Allemands, marchez la tête haute et fiers. Soyez fiers d'être redevenus Allemands. La première action du nouveau gouvernement fut de dissoudre le Reichstag et d'organiser de nouvelles élections. La campagne électorale fut à sens unique. Le parti nazi avait pratiquement toute la population en main. Tous les autres partis furent l'objet de menaces et d'intimidations incessantes. La violence atteint son paroxysme le 27 février 1933. 3 agents nazis pénétrèrent dans le bâtiment du Parlement et y mirent le feu. Le Reichstag fut entièrement détruit. La propagande accusa les communistes d'avoir fomenté cet attentat. Un grand nombre de militants anti-nazis furent arrêtés. L'opération eut les effets attendus sur l'opinion publique. Mais le procès révéla l'innocence des accusés et les magistrats, bien que contrôlés par Hitler, furent quand même forcés de libérer la plupart d'entre eux. Les élections du 5 mars eurent lieu dans une atmosphère d'apparente normalité. Après l'incendie du Reichstag, les nazis avaient pour objectif de s'emparer des pleins pouvoirs. Le 28 février, les droits fondamentaux des citoyens garantis par la Constitution républicaine furent suspendus. Le Parti communiste fut déclaré illégal.
Les socialistes furent également touchés par des mesures policières, ainsi que leur presse, qui dut suspendre toute publication pendant la campagne électorale. Les élections offrirent aux nazis, avec le Parti du peuple allemand, pratiquement la moitié des sièges du Parlement. Ce furent les dernières élections régulières du Reich. Le 23 mars, Hitler put faire passer devant le Parlement une loi surnommée « Loi des pleins pouvoirs » qui lui donnait le pouvoir législatif pour 4 ans. De nombreux parlementaires furent empêchés de participer à ce vote, pour une raison simple. Un grand nombre d'entre eux, dont 80 communistes et leur leader, Thalmann, étaient alors en prison. Le gouvernement ouvrit la porte à une collaboration amicale avec les partis du Reichstag. Mais il était prêt à continuer sa route si les partis refusaient de le soutenir, et il était prêt au conflit qui naîtrait de ces refus. Hitler convia les Allemands à un référendum. Il n'y avait qu'un seul mot sur le bulletin, car il n'y avait que la possibilité de voter oui, et seulement oui. Les électeurs étaient forcés de dire oui, ce qui offrit à Hitler le succès qu'il désirait. Il y eut un taux de participation de 96%. 95% votèrent pour le parti nazi. Hitler apparut au balcon comme le vainqueur final. Des hommes, jusqu'alors égaux aux autres citoyens, durent alors cacher leur crime, celui d'être juif. Aucune défense ne pouvait faire le poids devant les tribunaux. La magistrature entière était aux ordres d'Hitler. Quiconque pense que le travail des sections de combat est fini doit se faire à l'idée que nous avons le pouvoir et que nous allons garder ce pouvoir quoi qu'il advienne. Une vague sanglante traversa l'Allemagne dans la nuit du 30 juin 1934. Ce fut la nuit des longs couteaux. Les égorgeurs d'Hitler se débarrassaient de toute opposition. Le président Hindenburg était étendu sur son lit de mort dans sa maison de campagne. Hitler était présent lors de son dernier souffle. 1 heure après l'annonce de la mort de Hindenburg, Hitler s'empara des fonctions combinées de président et de chancelier. Ceci se déroulait au matin du 2 août 1934. Les officiers et les soldats de l'armée allemande durent faire acte d'obéissance et de loyauté à leur nouveau commandant en chef. Je fais ce serment sacré au nom de Dieu, celui d'obéir sans condition au Führer, Adolf Hitler, et au peuple allemand. Et je dois être prêt à mourir pour ne pas briser ce serment. Adolf Hitler était-il lui aussi d'origine juive? Le Reichstag fut réuni en septembre 1935 pour une session extraordinaire afin d'approuver les lois anti-juives. Les juifs, pour le nazisme, sont comme le diable pour les chrétiens. L'arbre généalogique retracé par les experts nazis montra l'apparition de la famille Hitler au XVe siècle. Ce nom se retrouve sous différentes formes. Hitler, Huttler, Hutter et Hitler, avec 2 T. Et ce très rare nom de famille se trouve plus souvent chez les Juifs orientaux qu'en Allemagne. Adolf Hitler ordonna que toute la documentation concernant sa grand-mère, Maria Anna Schicklgruber, soit mise à l'abri en 1938. Mademoiselle Schicklgruber travailla pour une famille juive du nom de Frankenberger, aux alentours de 1830. La jeune femme fut violée par le fils de la famille, pour laquelle elle travaillait comme domestique. Le père d'Hitler, Alois, naquit de cette relation. Hitler avait donc un grand-père juif. 2 mois après que l'Autriche soit annexée en mai 1938, Hitler ordonna que la région de Waldviertel soit utilisée comme champ d'exercice pour l'armée. Les unités militaires encerclèrent le village abandonné de Dollersheim et le détruisirent avec des chars lourds. Toutes les maisons furent rasées. Le cimetière fut lui aussi dévasté avec une volonté de destruction particulière.
L'attitude d'Hitler envers les Juifs peut s'expliquer d'un point de vue psychologique. L'autodidacte maladroit qu'il était personnalisa le démon qu'il portait en lui sous la forme d'un danger. Et ce danger avait l'identité d'un peuple, un peuple qui lui semblait bien différent du sien. Il développa progressivement sa haine pour toutes les communautés qui, selon lui, avaient été contaminées par l'esprit sémite. L'Église catholique romaine, la franc-maçonnerie, le capitalisme international et le socialisme. Je me suis trouvé face à une personne portant un long cafetan et des boucles noires. Un juif, me suis-je dit immédiatement. Je l'ai furtivement observé avec attention, et plus je regardais son visage d'étranger, plus je me disais, peut-il être aussi allemand ? 9 novembre 1938, la nuit de cristal. Le massacre de tous les opposants au nazisme et de tous ceux qui étaient différents commença en Allemagne. Les synagogues brûlèrent. Les Juifs furent arrêtés et envoyés dans des camps de concentration. Hitler établit sa résidence près de Berchtesgaden, dans l'Obersalzberg. Au début, Hitler louait la maison, puis il l'acheta avec l'argent gagné grâce à Mein Kampf. La maison, rebaptisée Berghof, fut rénovée selon ses plans. Les jours passés au Berghof suivaient toujours le même rituel. Hitler se levait vers 11 h et écoutait le rapport de son secrétaire. Puis il déjeunait avec une vingtaine de compagnons, servis par les agents SS. Après déjeuner, tous se rendaient dans la salle de thé pour écouter les longs monologues d'Hitler tout en buvant du thé et en mangeant du cake, et ce jusqu'à 18 h. Ils devaient ensuite souper moins de 2 heures plus tard. Chaque soir, dans le salon, ils regardaient 2 films, puis restaient à discuter jusqu'à ce que le Führer décide de se retirer à une heure tardive. Hitler n'était intéressé que par ses désirs, ses pensées et ses espoirs, et il en parlait pendant des heures, sans arrêt. Sauf quand il s'interrompait de lui-même et redevenait un introverti solitaire. Eva Braun arrivait généralement au Berghof à bord d'une petite Mercedes blanche. C'était une fille discrète. Elle était plutôt jolie et fraîche. Hitler l'avait rencontrée en 1929 au studio du photographe Hoffmann, où Eva avait vu Adolf travailler son image. Personne n'avait apporté à cela autant de soin que lui. Hitler avait déjà compris qu'un politicien devait être également une star. En 1936, après que la belle-sœur du Führer eut quitté le Berghof, Eva prit sa place comme maîtresse de maison et s'assit à la gauche d'Adolf, à la table du dîner. Eva Braun était accompagnée au nid d'aigle par sa blonde sœur et ses jolies amies. C'était une cour au cœur léger où, dans une atmosphère érotique sans inhibition, se pratiquait le chantage sexuel. Eva tenta de se suicider comme toutes les femmes avec lesquelles Hitler avait eu une relation, et ceci en dépit de l'objectif principal de la famille Braun, qui était d'aider Eva à devenir la femme du Führer. En surface, Adolf semblait calme et poli, mais sa véritable nature était violente et agressive. Il était plein de pulsions primitives, tout en faisant de son mieux pour donner l'image d'un gentleman bien élevé et accommodant. Il était capable de comportements violents, inattendus, agressifs et autoritaires, qui intimidaient son entourage. Il prenait continuellement des pilules, spécialement celles à base d'eucalyptus. C'était un obsédé de la médication, stimulants, somnifères, antigrippaux, vitamines, etc. La légende d'un Hitler sanctifié au centre d'une atmosphère wagnérienne grandiose contrastait avec l'environnement vulgaire, insipide et glacial de son entourage et de sa véritable vie privée. Mais cet environnement changeait en présence des hiérarques nazis, un groupe d'assassins loyaux qui abreuvaient le tyran d'avis et de conseils et qui partageaient fièrement la responsabilité de ses crimes. Si je lance la fine fleur de la jeunesse dans le tourbillon de la guerre qui s'annonce,
sans ressentir le moindre remords pour le précieux sang allemand qui y sera versé? N'aurais-je pas non plus le droit de me débarrasser des millions d'individus de race inférieure qui se multiplient comme des parasites? Hitler imaginait le monde comme un espace dangereux qu'il pourrait dominer par l'occupation et la violence. Il acceptait l'idée utopique d'un homme qui aurait reçu des pouvoirs paranormaux. Il se croyait né pour remplir une mission et avait peur qu'un simple criminel puisse le tuer, l'empêchant d'atteindre ses objectifs. Jamais l'humanité n'avait été entraînée par un tel ignorant doublé paradoxalement d'un démagogue irrésistible. C'était un homme dangereux qui était apparu comme le génie de son époque. La guerre est la plus naturelle des choses. La guerre est la vie. La guerre est tout. Hitler rassembla ses généraux et définit son plan de bataille. 1938, l'Autriche rejoint le Reich allemand. Puis une partie de la Tchécoslovaquie est annexée. Le 23 août 1939, Hitler stupéfia le monde en signant un pacte de non-agression avec l'Union soviétique. Le 1er septembre, les troupes allemandes envahirent la Pologne. La France et l'Angleterre déclarèrent la guerre à l'Allemagne. La Seconde Guerre mondiale venait de commencer. La politique est un état de guerre permanent. La guerre constitue l'objectif final de toute politique. Et la politique consiste à fournir au peuple tout l'espace vital dont il a besoin. Et on ne peut le faire et le préserver seulement qu'en combattant. La Wehrmacht balaya la Pologne en moins de 3 semaines. Puis ce fut le tour de la Norvège, du Danemark, de la Hollande, de la Belgique, du Luxembourg et de la France en moins de 2 mois. En juin 1940, l'armistice était signé. Hitler avait remporté victoire sur victoire. Il était au sommet de sa carrière. Le seul obstacle qui restait entre lui et une victoire totale à l'Ouest était l'Angleterre. L'Angleterre était un véritable cauchemar pour Hitler. Grâce à un réseau très serré de connexions internationales, elle recevait un soutien de plus en plus fort des autres puissances. Et Hitler, dans un élan difficile à expliquer, offrit à la Grande-Bretagne toute la puissance d'un nouvel allié en attaquant l'Union soviétique. Le pacte de non-agression signé 2 ans plus tôt entre l'Allemagne et la Russie n'avait plus aucune importance aux yeux d'Hitler. Ce doit être une guerre de destruction. Les généraux doivent se forcer eux-mêmes et sacrifier leurs éventuels scrupules. Sans aucune déclaration de guerre, le 22 juin 1941, l'Allemagne lança ses troupes contre l'Union soviétique. Ce fut l'opération Barbarossa. Hitler était persuadé que cette nouvelle campagne militaire ne durerait que quelques semaines et se solderait par la conquête d'un immense territoire à l'Est. Il était convaincu que l'Angleterre serait impuissante, que l'Amérique n'y verrait rien à redire et que le monde l'encouragerait. En 1941, l'Europe vivait les moments les plus effrayants de son histoire. Les Allemands atteignaient les portes de Moscou, mais l'hiver russe s'abattit subitement sur eux et la situation de la Wehrmacht vira au tragique. « J'interdis toute reddition. Tenez vos positions. » Le 2 février 1943, les restes de la 6e armée allemande en Russie disparaissaient. Frustré par la défaite, Hitler se goinfra de médicaments. Il ne supportait plus les fortes lumières et se plaignait de problèmes d'équilibre. Les migraines, la jaunisse et les rages de dents se succédèrent en s'aggravant. Après la défaite de Stalingrad, ses rêves étaient remplis de ruines aussi spectaculaires que catastrophiques. Sa conversation n'était plus qu'une série de monologues et son auditoire était tenu de rester éveillé jusqu'à l'aube en raison de l'aggravation des insomnies du Führer. Il n'était alors plus capable d'envisager une relation humaine autrement que d'un point de vue hiérarchique. Son mode de vie devint de plus en plus modeste. Seuls les médicaments et les drogues lui permettaient d'être en mesure de gérer les incroyables objectifs qui lui restaient à atteindre. Sa stratégie à ce stade se résumait en quelques mots seulement: résister jusqu'à la toute fin. Sous l'influence d'une haine idéologique délirante, Hitler continua son œuvre génocidaire.
Les trains de bétail des SS transportaient leur cargaison humaine jusqu'au camp de la mort. Plus aucune trace ne restait de 6 millions de Juifs. Hitler rejeta toutes les offres de négociation, y compris l'offre de Moscou de rétablir les frontières russo-allemandes telles qu'elles se présentaient 2 ans plus tôt. Il n'y avait aucune autre alternative que la victoire ou la destruction totale dans l'esprit du Führer. 1944. Les Alliés augmentaient la pression et Hitler se retrouvait forcé de se défendre sur tous les fronts. Les usines d'armement, en particulier les usines aéronautiques et celles où les armes secrètes et les bombes volantes étaient construites, furent transférées dans des tunnels souterrains. Des prisonniers venus des camps de concentration et des Juifs condamnés à mort travaillèrent là dans d'épouvantables conditions. L'espérance de vie moyenne était de moins de 30 jours. Lorsque les Russes entrèrent sur le territoire allemand, Hitler eut une attaque cardiaque. À partir de ce moment, sueur et vertige devinrent son lot quotidien. Le tremblement de ses mains était de plus en plus visible. Le 20 juillet 1944, il survécut par miracle à une tentative d'assassinat perpétrée par plusieurs de ses officiers d'état-major. Alors que les Américains et les Anglais avançaient à l'ouest et les Russes à l'est, le Führer du Reich millénaire chercha refuge dans son repère en montagne. Les secrétaires s'équipèrent de machines à écrire spéciales, qui utilisaient des caractères 3 fois plus grands pour lui, et même avec ça, Hitler avait toujours besoin d'une loupe pour lire. Son vieillissement s'accélérait. Il devenait une épave humaine, mais ses ordres étaient toujours suivis avec diligence. Indifférent aux nouvelles dramatiques qui arrivaient de tous les fronts, Hitler contre-attaqua le 12 décembre 1944. Ce fut l'offensive des Ardennes. Au Berghof, Hitler ordonna que tous les documents soient brûlés. « Je suis le chef, et je ne suis pas né pour ne défendre que mon bout de montagne. » Le 16 janvier 1945, Adolf Hitler se terra dans le bunker construit sous la chancellerie à Berlin. C'était un cube de ciment à une profondeur de 12 mètres. C'est là que le Führer vécut pendant les derniers mois de la guerre et de son existence. Et c'est de là qu'il fut le témoin de la catastrophe finale et de la défaite complète du Troisième Reich. Le bunker avait 2 niveaux. L'étage supérieur était traversé par un passage étroit sur lequel donnaient les chambres du personnel. L'ameublement était réduit à l'essentiel. La lumière venait d'ampoules nues qui rendaient l'atmosphère fantomatique. L'odeur d'urine était permanente et l'humidité suffocante. L'abri d'Hitler était accessible par un escalier en colimaçon. Les pièces du Führer étaient également très modestes. Le 20 avril 1945, Berlin subit une énième attaque. L'air était plein de fumée. Dans le jardin, derrière la chancellerie, Hitler décora quelques soldats fatigués de l'armée qui avait dominé l'Europe. La vie dans le bunker était triste et monotone. Chaque jour ressemblait au jour précédent, et chaque jour, à 14 h, Hitler continuait à rassembler ses généraux pour l'examen des affaires de l'État. Les Russes subiront leur plus sanglante défaite face aux portes imprenables de Berlin. Et puis nous pourrons ensuite repousser les Alliés à la mer. Son inclination à voir des signes d'espoir au-delà du rationnel finit par s'effondrer.
Alors que les Américains arrivaient dans les Alpes et que Vienne était tombée aux mains des Russes, la conjonction des planètes fut étudiée, ce qui démontrait la confiance qu'Hitler plaçait dans les réponses de l'astrologie. Face à la carte, Adolf Hitler jouait nerveusement avec ses crayons. Sa capacité à charmer son auditoire semblait s'être totalement évanouie. Dans un climat totalement irréel, il ordonna des mouvements pour des armées qui n'existaient plus. Il commençait une bataille décisive qui n'aurait jamais lieu. Le 20 avril 1945 marquait le 56e anniversaire d'Hitler. Et Eva Braun arriva à son tour au bunker. Les chefs des forces armées et les chefs du parti nazi rendirent hommage à leur commandant en chef. Leurs bottes étaient bien cirées, les décorations brillaient, mais tous les visages étaient tendus. Le 22 avril, les premières troupes russes entraient dans Berlin. Hitler passa sa colère contre ses généraux. Tout est fini, la guerre est perdue. Mais si ces gens pensent que je vais abandonner Berlin, ils se trompent. Je vais bientôt me tirer une balle dans la tête. Vous êtes tous des traîtres, des chiens infidèles. Les tirs de l'artillerie russe commencèrent à faire trembler l'abri. Petit à petit, tout le monde plongea dans le délire. Les consciences s'évanouissaient. Afin de savoir où l'ennemi se trouvait, ils appelaient des numéros de téléphone au hasard dans les différents quartiers de la ville pour entendre si les gens qui répondaient parlaient allemand ou russe. Le 25 avril, les techniciens de l'armée rouge coupaient les derniers câbles souterrains du téléphone. Le Führer était totalement isolé. Hitler parcourait le bunker en long et en large. Il ne parlait à personne. Il regardait les généraux qui marchaient devant lui avec un regard absent. Le 28 avril, Hitler ordonna qu'on prépare la salle de conférence pour une cérémonie. Ses gardes recherchèrent un conseiller municipal au cœur de la bataille. Il était près de minuit. Adolf Hitler et Eva Braun déclarèrent qu'ils étaient ariens de pure souche et qu'ils n'avaient aucune maladie héréditaire. Le mariage fut officialisé au cours d'une cérémonie abrégée. Le 30 avril 1945, les troupes soviétiques étaient à 200 mètres de la chancellerie. Le Führer était indifférent car il avait déjà pris sa décision. Lui et Eva Braun ne tomberaient pas vivants aux mains de l'ennemi. À la toute fin de ma vie sur Terre, j'ai décidé d'épouser la femme qui, après toutes ces années d'amitié fidèle, est venue pour partager mon sort. Par sa volonté, elle va me suivre dans la mort en tant qu'épouse. Notre vœu est d'être immédiatement incinéré sur le lieu même où j'ai mené une grande partie de mon travail quotidien. Il était 15h30. La porte de la chambre d'Hitler était fermée. 2 pilules de cyanure, une pour le Führer, l'autre pour Eva. Mais moins d'1 minute plus tard, on entendit un coup de feu. Hitler, lui, s'était tiré une balle dans la tempe avec son 7,65. Il avait dit à ses hommes « Je veux être certain de mourir ». À 17h, 2 soldats SS transportèrent les corps en dehors du bunker et les placèrent dans un cratère d'un tir de mortier. Ils le remplirent de pétrole et y mirent le feu. Une section de soldats russes hissèrent le drapeau rouge au sommet de la chancellerie. Les ambitions d'Hitler avaient engendré l'un des pires désastres que l'humanité n'ait jamais connu. Il avait fallu une guerre qui avait duré 6 ans et fait 50 millions de morts pour qu'enfin Hitler disparaisse de la surface de la Terre. Hitler était mort. Mais bien que les Russes aient extrait les corps de la boue et exhibé leurs trophées au monde, des hypothèses contradictoires virent le jour. Des gens parlèrent d'un sosie et d'une manipulation. Selon une rumeur, Hitler avait perdu un testicule à la suite d'une morsure de chèvre quand il était enfant. Le 8 mai 1945, on pratiqua donc une autopsie des 2 corps. L'examen post-mortem établit les faits suivants. Un homme, entre 50 et 60 ans, taille 1,65 m, mort lié à un empoisonnement au cyanure.
des morceaux de crâne étaient manquants et seul le testicule droit était présent. Corps sérieusement brûlé et extrêmement endommagé. Une femme entre 30 et 40 ans, taille 1,50 m, morte par empoisonnement, corps sérieusement brûlé et extrêmement endommagé. Un an plus tard, les restes d'un crâne d'homme furent trouvés dans le jardin de la chancellerie. Le trou d'une balle était visible sur les fragments. Et pourtant, la mort d'Hitler garde toujours une part de mystère. Il se cache dans un monastère en Espagne ou en Amérique du Sud ou dans une forteresse dans les montagnes des Carpates ou bien au Japon. De nouvelles cachettes supposées d'Hitler sont apparues régulièrement. Mais ce ne sont que des rumeurs, des élucubrations sans fondement. La légende d'Hitler revint à la surface en 1967, avec la découverte d'exilés nazis en Angola, au milieu de la jungle. Hitler aurait été un membre de cette communauté et serait mort en septembre 1964, à l'âge de 75 ans. L'échec de ces entreprises ne fait pas d'Hitler un homme stupide. L'ampleur de ses actes ne fait pas non plus de lui un grand homme. Sa responsabilité pour ses crimes demeure. Il était conscient de ce qu'il déclenchait. Il était totalement convaincu de la valeur de ses idées et déterminé à les appliquer. Ce génie du mal a failli dominer le monde, mais ne le plongea qu'un temps dans l'obscurité. Ne baissons pas la garde. L'idéologie qui a donné naissance à Hitler est toujours fertile.